présent donner la parole à un docteur, donc un jeune docteur qui a soutenu l'année dernière donc, au Centre d'études africaines ici même, donc plutôt en face, Hamza Boukari Yabara, qui a travaillé sur Walter Rodney et qui, à ma connaissance, est un des premiers doctorants à faire connaître ce personnage et proposer finalement une biographie circonstanciée de ce personnage en zone francophone, française du moins. Hamzat est actuellement chercheur à l'Université de Montréal et il va intervenir sur le thème suivant: tonifier l'international panafricaine aujourd'hui, les leçons de Fanon Nkrumah. Donc on parlait tout à l'heure de la dimension prospective qui nous était chère. Il s'agit de voir comment, à partir des leçons qu'on peut tirer de ces deux hommes, comment articuler une action panafricaine aujourd'hui. Je donne la parole à Hamzat. Merci beaucoup. Alors, mon texte est un peu long, donc en fait, j'ai coupé énormément de parties. Et il y a également énormément de notes de bas de page, mais si certains sont intéressés, je pense qu'après, il y a une question de publication qui va se mettre en place éventuellement. Alors, physiquement, Fanon et Nkrumah sont respectivement morts depuis le 6 décembre 61 et le 27 avril 72. Cependant, ils continuent à être présents dans l'actualité, car les luttes qu'ils ont menées ne sont pas terminées. Donc, toute célébration de la vie et de l'œuvre de ces figures du panafricanisme doit donc aller de pair avec leur insertion dans un référentiel sur lequel nous devons pouvoir nous appuyer aujourd'hui, parce que le panafricanisme actuel, comme tout concept idéologique en crise, se trouve en apesanteur et il ne retrouvera pas ses appuis en continuant à s'appuyer sur le vide. Mon intention n'est donc pas de faire un bilan de leurs actions ou d'imaginer ce que Frantz Fanon, âgé de 87 ans, ou un Kwame Nkrumah, heureux centenaire, aurait proposé pour faire avancer le panafricanisme aujourd'hui. Je comptais plutôt revenir sur la manière dont on doit les situer et s'en inspirer dans une perspective de résistance mentale, parce que cette résistance mentale, elle est essentielle, parce qu'il faut être fort pour ne pas se décourager en voyant que certaines situations d'échec en matière d'intégration africaine, de progrès social ou de résolution des conflits en Afrique ne cessent de se répéter d'un point de vue structurel. Donc pour cela, dans un premier temps, l'un des itinéraires que je proposais était celui de la tonification du panafricanisme par un travail d'éducation populaire, un travail qui est nécessaire pour faire en sorte que les individus qui devraient se sentir concernés par les objectifs du panafricanisme, mais qui ne s'y intéressent pas ou n'y croient plus, ou estiment que le défi est insurmontable, entrent aujourd'hui dans une action personnelle et collective. La question est de savoir comment arriver à concilier une certaine rentabilité sociale du panafricanisme tout en gardant le caractère exigeant de la lutte. Cette éducation populaire ne doit pas être un catéchisme portant sur l'idéologie du panafricanisme qui est plus ou moins stérilisée dans les statuts des organisations continentales, mais une prise de conscience de l'idéologie des luttes appliquée au panafricanisme politique, économique, social et culturel. Ensuite, dans un second temps, donc ce travail d'éducation populaire sert à construire une plateforme d'action panafricaine qui doit être une dynamique alternative au système de l'Union africaine, c'est la question du plan B, afin de capitaliser l'ensemble de notre héritage historique dans un travail de transformation politique et sociale. Afin de penser donc la question de la prise du pouvoir, je proposerai notamment dans ce papier la création d'un nouveau parti politique panafricain dont la vocation internationaliste serait de créer des points de fixation, des sphères d'influence pour de futurs États panafricains partout où cela serait possible. Enfin, troisième partie de ma présentation, le choix de l'internationalisme en tant que stratégie de lutte. C'est un choix qui est lié en fait à l'actualité et à la nécessité de construire un projet au-delà de l'Afrique. Fanon et Nkrumah étaient des internationalistes et des intellectuels, c'est-à-dire qu'ils étaient capables de transposer leurs compétences sur des domaines ou des lieux pour lesquels ils n'étaient pas a priori des spécialistes. Ils étaient capables de faire une lecture du monde à partir de la perspective panafricaine et de prendre position sur le Vietnam comme sur le Congo, sur la Palestine comme sur l'Algérie. Donc, par une analyse des relations internationales, ils pouvaient proposer une vision engagée du panafricanisme, élaborer des alliances équitables et cohérentes,
et tracer le chemin que devrait suivre l'Afrique pour avoir une place forte dans le monde. Ma thèse est donc que le panafricanisme de Nkrumah, en allié avec l'internationalisme de Fanon, détient l'essence de la synergie, c'est-à-dire la mise en commun des énergies et des moyens qui se renforcent entre eux pour aboutir à un même but. Ce but, il est de remplacer donc le rapport d'oppression impérialiste, raciste et capitaliste par une solidarité horizontale. La difficulté consiste donc à orchestrer les luttes pour éviter que les énergies du panafricanisme entrent en concurrence avec d'autres projets progressistes. Alors, dans ma présentation, je vais dépasser très rapidement la première partie qui concernait la question de l'éducation populaire et de la conscientisation. Je dirais juste qu'en fait, ce travail d'éducation populaire et de conscientisation, il est important pour faire émerger des personnalités qui ne sont pas formées sur le modèle de la carrière politique ou militaire, mais sur le modèle de la vocation panafricaine. L'individu formé sur le principe de la carrière et de l'accès au pouvoir encourage effectivement la reproduction du système dominant. Donc il y a un bout du pouvoir qui exacerbe les ambitions individualistes, déjà confortées par la domination du système capitaliste. En revanche, l'individu qui serait formé aux exigences de la lutte historique du panafricanisme devient une personnalité africaine qui comprend les dangers de la reproduction du système. Pour paraphraser l'intellectuel sénégalais Amadi Ali Dieng, je dirais que la vocation panafricaine exige de rejeter symboliquement l'imitation du singe et la répétition du perroquet. Donc, construire une personnalité critique, libre et autonome, c'est aussi le cœur de l'œuvre de Fanon. Ensuite, si nous n'attendons plus le retour des figures éminentes, nous attendons les ouvriers, c'est-à-dire les peuples et les nations souveraines. Ce que les peuples et les nations attendent, c'est une organisation panafricaine capable de se déployer du milieu de la pyramide jusqu'à la base et de remonter vers le sommet sans laisser d'intervalle, pour faire en sorte que tout le monde progresse. Donc c'est une organisation panafricaine capable de leur donner officiellement un rôle dans un projet solidaire et donc un projet révolutionnaire. La proposition que je fais donc dans cette intervention est très simple. Il s'agit de créer le Parti de l'Étoile africaine, un modèle pilote de parti politique panafricain pour mutualiser nos efforts. Sans parti politique radicalement panafricain, les idées de Fanon et Nkrumah seront dans le meilleur des cas connues par une partie des classes moyennes et populaires et des milieux intellectuels, mais elles ne prendront jamais le pouvoir nulle part. Si nous avons un parti, nous pouvons avoir un lieu de travail minimal, un lieu de réalisation concrète de nos idées, un appareil pour faire un véritable travail de militantisme et d'activisme à partir d'une base programmatique précise. Alors qu'il s'agisse ensuite d'un parti de cadre avec une équipe permanente rémunérée ou d'un parti de masse, ce sont des discussions que je n'aborderai pas ici. En revanche, à imaginer qu'un jour ce parti gagne des postes ou accède au pouvoir, ce qui est sa raison d'être, le rôle le plus important ne sera pas forcément tenu par celui qui sera élu, mais par celui qui s'assurera que celui qui est élu n'abuse pas de son pouvoir. Donc c'est sortir de l'aveuglement idéologique. C'est pour cette raison que le parti doit s'imposer une ligne critique forte au niveau de sa direction. Il ne s'agit pas d'imposer le pacte de sang ou de brandir des menaces physiques, mais une obligation de résultat incombe à tous ceux qui exerceront des responsabilités ou qui se revendiqueront de la lutte panafricaine et des objectifs de ce parti. Alors, l'objectif, il est donc de prendre le pouvoir. Du point de vue de la problématique panafricaine et de la praxis révolutionnaire, la question de la prise du pouvoir, elle est éminemment importante. Comme l'intellectuel antillais Cedar James qui avait mis en relation Nkrumah et Padmore, Fanon rejetait le fétichisme de l'organisation du parti politique et dans le contexte insurrectionnel algérien, le parti lui apparaissait comme étant un instrument contre-productif, voire contre-révolutionnaire, car entérinant les divisions géographiques et sociales entre les dirigeants installés dans les villes et le peuple majoritairement dans les campagnes. En outre, Fanon dénonçait le fait que la structure du parti pouvait conduire à ce que l'arrière-garde de la lutte nationale, donc la partie du peuple qui n'a jamais cessé d'être de l'autre côté de la lutte, se trouve placée par une sorte de gymnastique à l'avant-garde des négociations et du compromis, parce qu'elle s'est bien gardée de jamais rompre contact avec le colonialisme. Donc il y a tout un enjeu qui se pose au niveau de la formation de ce parti politique, un enjeu qui était déjà posé par Fanon, et un exemple concret d'une tentative de résoudre ce blocage avait été réalisé dès la même époque, en tout cas la même période, au Maroc, où Mehdi Ben Barka a inauguré la conception moderne du parti politique lorsqu'il décide de mettre en avant la base populaire du mouvement.
Ben Barka fait alors la distinction entre les partis clientélistes qui se réunissent autour des intérêts constitutifs d'une minorité et des partis populaires qui fonctionnent avec un programme et une idéologie. Cependant, il note que l'idéologie du groupe en charge de l'animation du parti détermine encore l'orientation de la lutte et des objectifs, et cette distinction le conduit à faire scission avec le parti de l'Istiklal et à créer en 1959 l'Union nationale des forces populaires. Ensuite, en 1962, tout en faisant son autocritique par rapport à l'idéologie déterminée au nom des masses par un collectif minoritaire, Ben Barka propose une série d'options révolutionnaires qui tiennent compte de l'inadéquation entre les forces sociales progressistes et le modèle politique conservateur naissant du Maroc de Hassan II. Donc en filigrane, ce désaccord maroco-marocain, il va avoir des conséquences. On va le retrouver ensuite dans la problématique des relations algéro-marocaines, donc le Sahara occidental, toute une postérité de ce désaccord maroco-marocain, qui permet déjà à cette époque, par exemple, d'anticiper l'échec du groupe radical de Casablanca face aux modérés de Monrovia. Ben Barka souligne également la nécessité de construire un front maghrébin anti-impérialiste en soutien à l'Algérie, de prendre position sur le conflit entre Israël et la Palestine et de s'inspirer des révolutions en Chine et en Inde. Enfin, dans la lignée de cette orientation qui va donc du national à l'international en passant par l'échelle régionale, Ben Barka, président de la tricontinentale qui existait de facto dès 1959 avec Cuba, a mis en place lors de son exil à Alger une permanence de l'Organisation de solidarité des peuples d'Afrique et d'Asie, dont la première réunion avait eu lieu à Accra en 1957 à l'instigation de Nkrumah. Cette permanence comportait notamment une école chargée de former des cadres et des militants dévoués à l'émancipation du tiers-monde. Donc pour retrouver une dynamique similaire, je suggère de se focaliser sur le travail préliminaire qui a permis la réalisation des grands événements de l'histoire panafricaine ou révolutionnaire, plutôt que sur les grands événements en eux-mêmes. Ensuite, concernant la question de l'idéologie de ce parti, l'idéologie de ce mouvement panafricain. L'un des problèmes consiste à penser le panafricanisme comme une alternative globale à la domination néolibérale. Aussi, la difficulté se situe dans le rapport entre la marge de manœuvre du pouvoir et les outils de transformation sociale. Dans la critique du néocolonialisme par Fanon et Nkrumah, le pouvoir est resté synonyme d'accès aux richesses et aux ressources nationales, partagées entre l'élite africaine et les classes dominantes étrangères. Par conséquent, l'idéologie de la lutte panafricaine aujourd'hui signifie au moins trois choses. Premièrement, le retour aux fondamentaux de l'économie politique qui ont été pervertis par les programmes d'ajustement structurel et toutes les injonctions du FMI et de la Banque mondiale. Deuxièmement, la fin du modèle de la bourgeoisie comprador qui est en fait hérité du pacte colonial. Et troisièmement, la fin de la soumission aux impérialismes. Alors, je passe certains points de mon intervention, juste pour préciser donc, que Fanon et Nkrumah, donc, avant de subir donc, les foudres des impérialistes, avaient fait part de leur méfiance, voire de leur hostilité envers toutes ces structures de type néocolonialiste qui étaient impliquées dans la première crise du Congo. En 1963, lorsque l'OUA avait été créée, l'ONU, l'OTAN et tout le système de Bretton Woods existaient déjà depuis une quinzaine ou une vingtaine d'années. Et c'était déjà des obstacles au projet panafricain. Or, tout obstacle utilisé à bon escient pouvait devenir un levier. L'ONU, par exemple, a pu servir de tribune dans la cause anticolonialiste et antiraciste, ainsi que dans les relations Nord-Sud, avec la recherche vaine d'un nouvel ordre économique international en 1975. Ensuite, l'ONU est un peu devenue le ventre mou de l'impérialisme. Au niveau de l'Afrique, après le plan de Lagos, un pas supplémentaire avait été accompli dans le renoncement face à ces obstacles avec le nouveau partenariat pour le développement de l'Afrique. Il y a un rapport de force internationale qui a fait que l'idéologie néolibérale du NEPAD avait structuré la refonte de l'Organisation de l'Unité africaine en une Union africaine qui inscrit les économies du continent dans l'économie de marché sur le modèle de l'Union européenne. Le panafricanisme a ainsi été réduit d'une certaine manière à l'intégration africaine qui est elle-même résumée à l'ouverture des marchés à l'ensemble du marché mondial. Il y a effectivement des volets culturels et politiques très intéressants qui ont été mis en place. Donc, cependant, cette orientation néolibérale exige que l'internationalisme panafricain propose donc un plan B, une alternative au système de l'Union africaine. Et c'est là que nous devons sortir de la situation africaine et regarder effectivement vers l'Amérique latine. Ce n'est pas du hors-sujet, parce qu'il faut bien comprendre que Fanon a été lu par des Sud-Américains qui l'ont interprété à leur manière,
et qui s'en sont servis pour sortir de certaines solutions en Argentine, au Chili, en Bolivie, au Pérou, au Brésil. Et si nous sortons donc brièvement du continent, un exemple vient donc de ce qui a été réalisé en Amérique latine. Par exemple, l'alternative bolivarienne pour les peuples de notre Amérique lancée par Chavez et Castro est un projet d'intégration pour contrer l'hégémonie des États-Unis par rapport à l'accord pour la zone de libre-échange des Amériques. Alors, le Venezuela et Cuba ont servi de plateforme pour lancer l'ALBA, qui a ensuite été rejoint au fur et à mesure des victoires électorales par la Bolivie, le Nicaragua, momentanément le Honduras, puis Saint-Vincent, la Dominique, Antigua et l'Équateur. Parce que la dynamique de cette alternative vise à soustraire l'Amérique latine aux projets néolibéraux, l'ALBA s'est renforcée au fur et à mesure que les mouvements sociaux et les partis ont porté au pouvoir des dirigeants issus de la gauche, des anciennes guérillas marxistes ou des mouvements paysans et indianistes. Donc cette alternative qui ressuscite une partie de la théorie de Che Guevara sur la multiplication des foyers anti-impérialistes, donc ce qu'il essayait de faire au Congo en 1965, est devenue une alliance car les mouvements sociaux ont créé dans un temps court la conjoncture qui a permis de porter démocratiquement au pouvoir une rafale de dirigeants qui évaluent les contraintes externes de la Banque mondiale ou du FMI en fonction des contraintes internes qui pèsent sur leur population et qui en tirent les conséquences. L'ALBA s'accompagne d'énormément de projets, d'une diplomatie audacieuse, et si tout n'est pas parfait, il s'agit d'une base comparative intéressante. Et la lutte panafricaine doit donc semer les graines qui permettront d'une même manière de conquérir le pouvoir dans plusieurs pays au même moment. Ensuite, faire sortir l'Afrique du système monde capitaliste n'est sans doute pas réalisable du jour au lendemain en raison des accords économiques et monétaires qui lient notamment les pays de la zone CFA. Mais il faut bien comprendre que le système capitaliste veut l'Afrique sans les Africains, c'est-à-dire uniquement les richesses du sol et du sous-sol africain. Et ce système capitaliste cultive l'antithèse du mot d'ordre le plus radical du panafricanisme, celui de Marcus Garvey et des nationalistes noirs qui réclamaient l'Afrique aux Africains. C'est donc entre ces deux extrêmes, l'Afrique sans les Africains et l'Afrique aux Africains, qu'il faut travailler à réhabiliter les notions d'économie politique. Alors, il y avait aussi un passage sur la question de la bourgeoisie comprador, mais sur ce point, je renvoie en fait aux analyses donc, de Fanon dans Les damnés de la Terre, de Krumah dans l'impérialisme, stade suprême du capitalisme, et également de Georges Padmore dans Panafricanisme et communisme. Je faisais également une référence à une action qui a été mise en place à Montréal par une association qui s'appelle Génération Ngueta. C'est une action en fait qui consiste à boycotter les magasins d'électronique qui utilisent en fait le coltan du Congo, mener toute une action de boycott. Si certains sont intéressés, je pourrais revenir dessus ultérieurement. Pour en revenir donc à la question du parti, le redéploiement du panafricanisme doit concurrencer sur chaque intervalle le redéploiement du capitalisme pour construire une plateforme sociale. La plateforme serait un pont entre le panafricanisme du XXe siècle et celui du XXIe siècle, c'est-à-dire entre plusieurs générations de panafricanistes. C'est une plateforme qui ne serait pas une sorte de forum apolitique, mais un lieu de travail et de transformation et de formation à la prise du pouvoir. La plateforme serait la matrice ou le potentiel de développement synergique d'un nombre limité de partis politiques panafricains qui étudieraient les conditions de la révolution pour être prêts à tout moment à prendre le pouvoir. Il faut bien comprendre qu'avec un parti politique panafricain, il ne s'agit pas de prendre le pouvoir partout, mais de prendre le pouvoir quelque part, dans un endroit, qui peut être un quartier, une ville, une région, ou pourquoi pas effectivement un pays. Et à partir de la prise du pouvoir dans plusieurs régions, villes, localités, quartiers, voire pays, il s'agit ensuite de créer un modèle lié qui travaillerait en commun par-delà les frontières. Alors la logique voudrait que la matrice de cette plateforme qui relierait un certain nombre de partis politiques soit établie à Accra, où brille symboliquement donc le cœur de l'étoile noire. Donc il y aurait ensuite 5 partis politiques au maximum qui travailleraient en relation avec cette plateforme dans 5 pays, dans 5 endroits en tout cas. Alors l'idéal c'est quelque chose à l'échelle continentale, mais moi dans mon projet je pensais plus à quelque chose au niveau de l'espace régional, en s'appuyant notamment sur les villes secondaires, de ne pas s'appuyer sur les capitales africaines, en tout cas toutes les villes côtières qui sont déjà reliées au système capitaliste, mais plutôt s'appuyer sur les villes de l'intérieur et développer en fait toutes les enclaves, s'intéresser réellement à cet espace du Sahel et par exemple travailler entre des villes comme Tamale au nord du Ghana qui est devenue aujourd'hui la capitale des ONG, c'est encore un autre problème, Sokodé au Togo, Parakou au Bénin, Ibadan au Nigeria et Bobo-Dioulasso au Burkina. L'objectif de chacun de ces partis au niveau de ces villes par exemple
serait de gagner le pouvoir pour ensuite envisager une conquête nationale et continentale et inclure également la question du Parlement panafricain. Donc il y aurait des programmes qui seraient définis aux échelons intermédiaires, qui intègreraient en fait un ou deux objectifs globaux qui feraient la jonction entre les parties. Donc par exemple, l'enseignement obligatoire de l'histoire panafricaine et d'une langue africaine commune peut être l'un de ces enjeux, comme la liberté de circulation totale pour les Africains à l'intérieur du continent. Et il y aurait également tout un travail d'éducation populaire interne aux partis. Ensuite, ces 5 parties seraient coordonnées à donc, une plateforme qui serait donc symboliquement à Accra, qui fonctionnerait avec des groupes de réflexion ou des groupes d'intérêt panafricains qui existent déjà, qui sont situés en Europe, dans les Amériques et en Asie. Il y a également l'expérience des réseaux scientifiques qui est à inclure. Et je pense qu'en tant que chercheurs ou intellectuels travaillant sur l'Afrique, mais souvent en dehors de l'Afrique, nous sommes déjà des internationalistes par la force des choses et nous sommes confrontés à l'adversité de justifier de l'importance de nos travaux sur une région du monde qui attire le plus de médisance. Nous sommes confrontés aux difficultés de déplacement et nous avons chacun un réseau qui, mis en commun, couvre à peu près la Terre entière. À partir de là, nous devons repenser la politique des ressources humaines au service du panafricanisme pour ne pas oublier que la grande aventure humaine du panafricanisme est aussi une histoire d'amitié. Par conséquent, nous devons être en mesure de fructifier la présence des uns et des autres à tel endroit de la planète, et cela dans le cadre d'un bureau des relations internationales panafricaines. Nous devons faire en sorte que chacun se sente utile au panafricanisme en remplissant une mission, comme du temps de la Fédération des étudiants d'Afrique noire en France. Lorsque l'un d'entre nous se trouve quelque part au Kenya, en Inde, en Équateur ou en Bolivie, ou travaille sur d'autres pays ou d'autres continents, le rôle du parti ou de la plateforme serait de le mandater pour lui demander de nous produire dans un délai défini une étude qui nous permettra de comprendre des situations précises. Ces études commandées peuvent nourrir la réflexion panafricaine en élevant le débat sur des points techniques et idéologiques. Par exemple, Nairobi a invité des fonctionnaires français de la sécurité sociale pour une mission visant à améliorer l'administration de la sécurité sociale au Kenya. Peut-on imaginer un modèle social panafricain en matière de droit du travail, de la santé ? Comment l'Inde, avec le parti du Congrès qui a inspiré Du Bois, Nkrumah ou Ben Barka, gère-t-elle le rapport entre la justice sociale et la question des minorités et des castes ? Comment l'Équateur, un pays qui a inscrit l'autosuffisance alimentaire dans sa constitution, un pays dont la monnaie officielle est pourtant le dollar américain, a-t-il pu décider de boycotter le dernier sommet des Amériques en avril 2012 au motif que les Amériques sans Cuba, ce ne sont plus les Amériques ? Ce qui nous renvoie à la question du Maroc, du Sahara occidental, de l'Algérie. Comment la Bolivie a-t-elle créé une synergie entre les forces paysannes et les forces ouvrières pour porter un régime qui a la légitimité de rejeter les mesures sociales soutenues par d'importantes multinationales ? Comment les peuples autochtones transforment-ils leur attachement à la terre de leurs ancêtres pour contrer des projets industriels en développant un droit autochtone, un droit ancestral ? Comment construire ce droit ancestral pour les luttes contemporaines en Afrique ? Quel point commun entre la cause des Mapuches au Chili et des Sahraouis au Sahara occidental permettrait de repenser le droit des peuples face aux États ? Ensuite, quand on connaît l'importance de Toussaint Louverture et de la révolution haïtienne dans l'œuvre de Simon Bolivar, comment notre construction d'une alternative doit-elle intégrer Haïti, pays qui jouit d'un statut d'observateur à l'Union africaine et auprès de l'alternative bolivarienne ? Comment le Parti panafricain peut-il dialoguer avec les gouvernements ou les peuples qui résistent aux pressions impérialistes ? Ce sont des éclairages qui peuvent jaillir de toutes ces questions. Il faut bien comprendre que des Africains ont été partout dans le monde et ont occupé toutes les positions possibles et inimaginables. Par conséquent, à notre disposition, nous avons toutes les théories de l'histoire, tous les concepts de la philosophie et de l'économie politique, toutes les qualifications de la science, tous les parcours historiques possibles et toutes les intelligences pour construire cette plateforme panafricaine et internationaliste. Toute l'actualité et toute l'histoire montrent que de la même manière que des populations européennes se sont longtemps imaginées à l'abri des mesures économiques antidémocratiques qui frappèrent les peuples africains dans les années 80 et 90, la grande erreur en tant qu'Africains serait de croire les médias et les analystes qui postulent que tout ce qui se passe en dehors de l'Afrique, au fond, ne concernerait pas les Africains. Tout ce qui se passe dans le monde concerne l'Afrique et c'est aux panafricains de le rappeler et de le démontrer. Il faut bien comprendre que le panafricanisme est une clé du monde. Notre réflexion panafricaine doit réveiller les peuples du monde entier pour les sortir du nombrilisme, pour les écarter du regard condescendant sur l'Afrique, illustré par le discours sarcastique de Dakar. Détruire ce regard sarkozyste, c'est aussi du panafricanisme. En inaugurant par exemple le lancement de son dernier livre consacré au soulèvement en Afrique, Firoz Manji de Pambazuka Press souligne que le soutien apporté
par la crise de l'économie néolibérale elle-même est aussi formidablement ironique. En plaçant la Grèce dans une situation qui entraîne de facto la perte de sa souveraineté, le modèle néolibéral défendu par l'Union européenne vient d'apporter la preuve la plus irréfutable que Cher Anta Diop avait raison. Quand des activistes européens défendent la Grèce en disant « nous sommes tous des Grecs », je voudrais leur répondre qu'aujourd'hui, au vu du processus de dépossession de leur souveraineté traversé par les Grecs, la Grèce n'est pas européenne et les Grecs sont bien des Africains. En tout cas, ils sont traités comme des Africains et la Grèce est aujourd'hui un pays africain comme l'Italie, le Portugal ou l'Espagne. Ensuite, puisque l'Europe a voulu associer l'Afrique dans une position subalterne en formant l'Eurafrique puis l'Union pour la Méditerranée, nous devrions donc avoir l'audace d'associer au panafricanisme des peuples européens devenus symboliquement africains. Tout en gardant le panafricanisme comme objectif, cette association est possible à travers l'internationalisme. Donc l'internationalisme, il est né des luttes sociales, de l'application et de l'interprétation des thèses marxistes et léninistes. Il a ensuite été développé par la formation des syndicats, des partis de gauche, et cette internationale, qu'elle soit ouvrière ou paysanne, socialiste ou communiste, possède sa propre histoire qui est inscrite dans des tas de révolutions mexicaines, russes, chinoises, cubaines, vietnamiennes. Le principe a été développé par Trotsky avant d'être gelé par la guerre froide, et le concept marxiste de la révolution permanente est devenu sous Staline un protectionnisme soviétique qui a produit des alliances subalternes avec les mouvements de libération nationale, notamment en Afrique. Cette utilisation de la cause anticolonialiste avait conduit de nombreux intellectuels engagés à prendre leur distance avec le communisme. Padmore avait fait la synthèse critique de cette conjoncture qui permettait au panafricanisme de se structurer à partir des grands enjeux mondiaux et des idéologies dominantes. Il y avait également à l'époque un certain nombre de partis africains qui avaient une vocation internationaliste. Cependant, le panafricanisme est à repenser aujourd'hui sur le modèle d'une internationale sociale et solidaire qui n'a rien à voir avec l'internationale socialiste à laquelle appartiennent plusieurs régimes et partis politiques africains. Alors, combien ? 5 2 Bon, je vais sauter une grande partie qui concerne en fait la manière dont on peut rejoindre d'autres mouvements tels que ceux du Forum social mondial, donc Porto Alegre, et en fait rejoindre quelque chose qui avait été mis en place en 2006, l'appel de Bamako, lors du Forum social mondial polycentrique de Bamako et de Caracas en 2006. Il y avait eu tout un appel qui relançait en fait la philosophie de Bandung, l'Alliance des peuples du Sud, et qui était très intéressant et qui dépassait cette idée qu'il y aurait un conflit des civilisations islam-chrétienté ou qu'il y aurait un affrontement entre la tricontinentale Afrique, Asie, Amérique latine et la triade Amérique du Nord, Europe, Pacifique. Donc je dépasse ce point. Alors, je vais en revenir peut-être à la question de... un point, oui, aussi assez important, c'est celui de l'impérialisme militaire en tant que mode de régulation du rapport entre l'internationalisme de type solidaire et le capitalisme de type hégémonique. Au niveau de l'actualité, donc on a vu qu'il s'est passé des choses en Irak et en Afghanistan, en Libye et en Côte d'Ivoire. Ce sont des cas parmi d'autres d'une force qui sert à terroriser les peuples et à soumettre les régimes réfractaires aux principes démocratiques imposés depuis l'Occident. Donc dans ces processus de minorisation de la volonté des peuples africains, qui avaient déjà été dénoncés en leur temps par Fanon et Nkrumah, en fait j'ai énormément de notes de bas de page qui détaillent, qui renvoient à des points précis, donc si certains sont intéressés, on pourra en discuter. Mais Fanon et Nkrumah avaient déjà compris, donc avec le cas de Lumumba, que les régimes bien élus ou pas ne sont plus jugés responsables selon les critères de leurs propres citoyens ou de leur propre constitution, mais selon les critères de la communauté internationale, dont on sait que l'OTAN est devenu le bras armé et l'Africom une extension réservée à l'Afrique pour rappeler que le départ des troupes étrangères du continent n'a jamais été réel. Alors Nkrumah, Fanon, Ben Barka, Nyerere, tout cela, ils avaient compris que l'Afrique devait prendre position sur ces questions de conflits armés et de relations internationales en fonction de ses propres intérêts. Or, depuis de nombreuses années, l'invisibilité des chefs d'État africains dans la gestion ou l'analyse des crises internationales pose un sérieux problème de crédibilité. Toute la dynamique des soulèvements en Afrique du Nord et dans le monde arabe a été rattachée à la géopolitique du Moyen-Orient, donc espace situé à l'intersection Afrique-Europe-Asie, et toute la capacité de projection de l'Afrique sur l'Amérique latine et sur le Moyen-Orient, qui existait bien dans les écrits de Fanon, a été clairement extirpée lors de la chute de Kadhafi en Libye et de Moubarak en Égypte.
Donc, à travers la distinction entre un gouvernement continental uni et des fédérations régionales autonomes, Nkrumah avait également compris que la compétition entre les différents blocs continentaux détermine la compétition des groupes à l'intérieur de chaque bloc. Donc, à l'intérieur du bloc africain, les forces progressistes et réactionnaires s'annulent les unes les autres dans un statu quo qui est en réalité un recul général face à l'avancée des autres blocs continentaux. Cette vision exacerbe les limites de l'intangibilité des frontières et favorise ainsi la balkanisation de l'Afrique selon des intérêts contraires à ceux des peuples africains. Si nous regardons la configuration géopolitique en dehors des organisations de type continental comme Union européenne, Union africaine, Organisation des États américains ou ASEAN, ce sont les groupes qui ont pris la direction des affaires mondiales. Ce sont le G8, le G14 et le G20. Donc, par-dessus l'ONU, qui intègre donc un foisonnement d'institutions techniques, l'OTAN est donc redevenue la principale force de frappe à l'échelle globale. Or, Fanon et Nkrumah refusaient déjà il y a 50 ans toute forme d'allégeance de l'Afrique décolonisée à l'OTAN ou à l'ONU, aussi bien dans le cadre d'une logique de bloc que dans le cadre de relations bilatérales. Donc après, je parlais un peu de la problématique de l'OTAN qui renvoie en fait à l'insertion de l'Afrique dans toute une géopolitique qui la dépasse et à la possibilité en fait de repenser différemment cette géopolitique. Donc en conclusion, le panorama que je voulais faire par rapport à ce point de géopolitique, de reconfiguration géopolitique, était de rappeler que la frontière de l'Europe, qui se trouvait déjà il y a 1 an sur les rives africaines de la Méditerranée, s'est déplacée vers le sud et qu'elle est aujourd'hui au niveau de la ligne du Sahara occidental jusqu'à la Somalie, au large des côtes de la Somalie, pour rejoindre les alliés de l'Arabie Saoudite et du Qatar. Toute la façade occidentale de l'Afrique, le canal du Mozambique sont également contrôlés par les forces occidentales dans le cadre de la sécurisation de l'accès et du transport des hydrocarbures. Et c'est donc en sortant de leurs frontières que l'Europe et les États-Unis défendent leur territoire, pour ne pas dire leur identité et leurs intérêts économiques et géostratégiques. C'est la logique même de l'impérialisme et c'est ce qu'on appelle la recolonisation de l'Afrique. Face à ce chaos organisé, bien évidemment, la riposte panafricaine doit donc être capable de jouer aussi bien à domicile, c'est-à-dire sur le continent africain, qu'à l'extérieur, c'est-à-dire parmi la diaspora, et même là où la diaspora est quasi inexistante. L'objectif permanent est la riposte aux forces externes qui font alliance avec une minorité africaine pour favoriser l'implosion de l'Afrique à partir de n'importe quel point du globe. La feuille de route pour maintenir cet objectif passe donc par un regroupement large au sein d'un parti panafricain établi en Afrique. Sur une base programmatique, ce parti serait lié à un nombre limité d'autres partis basés en Afrique, réunis dans une plateforme panafricaine qui inclurait des groupes de réflexion et des groupes d'intérêt présents notamment dans la diaspora. À partir de la diaspora, la lutte panafricaine doit se positionner sur le clivage centre-périphérie, en transformant l'eurocentrisme en polycentrisme, donc référence à l'appel de Bamako, et en privilégiant la périphérie, c'est-à-dire l'Afrique. L'objectif à moyen terme est de prendre le pouvoir dans quelques endroits ciblés du continent africain qui serviront de laboratoire à une réalisation exigeante du panafricanisme. C'est mon dernier couplet. Le travail de formation initiale et le travail de mobilisation sont donc fondamentaux, car l'objectif à long terme est que la vocation radicale du parti survive à la mort qui viendra inéluctablement emporter ses fondateurs, quels qu'ils soient. Il ne peut y avoir de parti panafricain sans des femmes et des hommes panafricains. La volonté de prendre et d'exercer le pouvoir exige donc que les membres de ce parti ou de ce mouvement agissent de manière optimale et s'inscrivent dans une dynamique qui doit promouvoir la critique, le débat contradictoire et le don de soi sur le modèle de Fanon. Donc sans intellectualiser à l'extrême comme W.E.B. Du Bois, sans tomber dans le populisme de Garvey, tout en associant la rigueur de Malcolm X, l'internationalisme de Ben Barka et l'intelligence stratégique de Cabral, la doctrine panafricaine telle qu'elle est exposée dans L'Afrique doit s'unir de Nkrumah doit être plaidée intégralement à chaque fois que la nécessité survient. Et j'en ai terminé. Donner la parole à un docteur, donc un jeune docteur qui a soutenu l'année dernière donc, au Centre d'études africaines ici même, donc plutôt en face, Hamza Boukari Yabara, qui a travaillé sur Walter Rodney et qui, à ma connaissance, est un des premiers doctorants à faire connaître ce personnage et proposer